Bonjour, je suis le professeur Éric Raymond, chef de service d'oncologie médicale à l'hôpital Paris-Saint-Joseph. Et c'est avec plaisir qu'avec le professeur Shavdar Pavlov, nous avons l'honneur de vous recevoir tous aujourd'hui pour parler de la maladie métabolique et de ses définitions, des conséquences médicales et des approches thérapeutiques qui devront nous aider à prendre en charge nos patients. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui une brève introduction de ce qu'est la maladie métabolique, donc quelles sont les définitions reconnues aujourd'hui et quelles sont les conséquences médicales, avec un focus très particulier sur le cancer. Donc, sur cette première diapositive, vous voyez qu'il existe plusieurs définitions de la maladie métabolique ou de ce que l'on appelle le syndrome métabolique, dont aucune n'a une reconnaissance complète admise internationalement. Et l'on retrouve des définitions différentes pour l'Organisation mondiale de la santé, la Fédération internationale du diabète, l'Institut national du cœur, des vaisseaux et du sang, et dans les programmes d'éducation nationale pour ce qui concerne le cholestérol. Même si ces définitions sont différentes, on y retrouve les mêmes caractéristiques qui sont caractérisées par l'obésité, qui représente un des éléments importants à prendre en considération, le diabète, et notamment les diabètes de type 2. On y retrouve également l'hypertension artérielle et des élévations du cholestérol ou des triglycéridés. Et donc on a ici plusieurs définitions, mais qui finalement vont s'intéresser aux mêmes facteurs de risque. Donc quels sont les contours du syndrome métabolique? Eh bien, le syndrome métabolique pourrait être défini par l'observation conjointe de plusieurs facteurs, dont l'obésité, bien sûr, la résistance à l'insuline, la présence d'une dyslipidémie. Alors cette dyslipidémie est caractérisée par un taux élevé de triglycérides et de faibles taux dans les HDL, c'est-à-dire les High Density Lipoprotein Cholesterol. Et on ajoute à cette définition l'hypertension artérielle. S'y associe fréquemment, et l'on retrouve dans de nombreuses observations, la présence d'un syndrome inflammatoire et d'une tendance à la thrombose veineuse. L'ensemble de ces caractéristiques vont toucher, de par le monde, 20 à 30% de la population adulte, et c'est donc un problème qui représente un challenge important pour la communauté médicale. La présence de ce syndrome métabolique est associée à un risque accru de diabète, de ce que l'on appelle la NASH, c'est-à-dire la présence d'un foie hyperlipidique, cette même pathologie pouvant dégénérer vers l'apparition de pathologies cancéreuses, d'une maladie cardiovasculaire comme l'infarctus du myocarde ou les accidents vasculaires cérébraux, et même si cela est moins bien connu aujourd'hui, par la présence ou le développement de cancer. Donc la pathogénie de ce syndrome nous reste pourtant mal connue. Quels sont les éléments qui conduisent à l'apparition d'un diabète et d'une résistance à l'insuline? Quels sont les éléments qui conduisent à une élévation des triglycérides ou du cholestérol? Bien sûr, il y a les caractéristiques génétiques, mais au-delà des caractéristiques génétiques, les mécanismes physiopathogéniques restent pour l'instant assez peu connus. Et certains réfèrent à des dysfonctionnements de la mitochondrie sans pouvoir pour autant apporter des réponses à toutes les questions qui restent aujourd'hui en suspens. Sur cette diapositive suivante, en fait, j'ai voulu résumer les conséquences médicales du syndrome métabolique. Alors, excusez-moi, cette diapositive est partiellement en anglais, mais elle résume assez bien les problématiques. Donc, les conséquences, ça va être, chez ce patient représenté avec cette obésité principalement abdominale, l'hypertension artérielle, le cancer, et on va voir quels sont les éléments concernant le cancer, la maladie polykystique ovarienne, certaines pathologies cardiaques. On y associe aussi fréquemment la survenue précoce de démence, la survenue d'une hypertrophie lipidique hépatique,
l'insulinorésistance, les problèmes lipidiques et bien sûr le diabète. Alors, je vais essayer de me concentrer maintenant sur les aspects qui sont pour moi, qui m'occupent de cancérologie les plus importants, qui sont l'impact du métabolisme en cancérologie. Et cet impact est à représenter sous deux facettes. La première facette est que le dysfonctionnement du métabolisme apparaît comme un facteur d'oxydation cellulaire avec, disons, un risque augmenté et une induction de la carcinogénèse. Donc, on retrouve là les principaux éléments du syndrome métabolique qui sont associés avec le développement de certains cancers. L'alimentation, et notamment une alimentation riche en produits glucidiques, la réduction de l'activité physique, bien sûr, on retrouve diabète, hypertension, hyperdyslipidémie, et qui sont des facteurs communs, bien connus pour les maladies cardiovasculaires, mais que l'on retrouve également très fréquemment dans le cancer. Fréquemment également, pour les maladies cardiovasculaires, l'association au tabagisme de l'un ou de plusieurs facteurs de cette maladie métabolique va favoriser la survenue d'une maladie cardiovasculaire. Et aujourd'hui, grâce aux progrès faits en cardiologie et en maladies cardiovasculaires, eh bien, la plupart des patients vont pouvoir être guéris, ce qui finalement laisse la place au fil du temps à l'apparition de nouvelles pathologies, et notamment de la pathologie cancéreuse que l'on voit apparaître chez des patients ayant eu des antécédents par le passé et guéris de maladies cardiovasculaires. Le métabolisme tumoral est un facteur aggravant parce que eh bien, l'apparition d'un cancer va être associée à une dénutrition, souvent globale, avec un impact direct sur le métabolisme, et notamment l'apparition d'un catabolisme, la perte finalement d'énergie et de biomasse, mais aussi indirect avec l'aggravation du syndrome inflammatoire. Et l'ensemble se caractérise par des modifications importantes de trophicité, avec par exemple l'apparition d'une sarcopénie et la cachexie. Et puis, dans la prise en charge des patients, on va voir apparaître également l'aggravation des comorbidités associées aux conséquences de ce syndrome métabolique. Et donc, dans la prise en charge des patients, on va avoir affaire finalement à des facteurs de risque qui deviennent à la fois des facteurs aggravants, mais aussi des comorbidités dont il va falloir essayer de gérer les conséquences lors de la prise en charge du patient pour son cancer. Sur cette diapositive suivante, en fait, je voulais vous montrer que la plupart des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires sont retrouvés comme facteurs de risque du cancer. C'est quelque chose qui parfois est totalement oublié, mais pour beaucoup de carcinomes, eh bien, comme exposé sur cette diapositive, l'obésité, par exemple, est un facteur favorisant, avec des risques relatifs qui sont parfois relativement importants, de l'adénocarcinome de l'œsophage chez la femme, des tumeurs endométriales, des cancers de la vésicule biliaire, des cancers du rein, des cancers du côlon et des cancers du pancréas. Donc vous voyez que c'est quelque chose finalement qu'on va être amené à retrouver assez fréquemment, et de même le diabète pour le cholangiocarcinome et pour le carcinome endométrial, mais aussi pour le cancer colorectal et le cancer du sein. L'hypertension artérielle, si elle semble associée à un risque relatif un peu moindre, en fait, est retrouvée fréquemment dans les cancers du foie, les cancers du rein, les cancers de l'œsophage et d'autres cancers comme les cancers ORL. Et enfin, on voit l'impact du tabagisme dans ce phénomène qui n'est pas un facteur du syndrome métabolique, mais qui y est malheureusement fréquemment associé. Enfin, le type de régime, alors c'est quelque chose de parfois difficile à évaluer, mais disons les régimes pauvres en fibres et riches en graisse et en sucre, finalement, sont également des facteurs de risque, fréquemment associés également au manque d'activité physique, notamment chez les patients qui sont en surpoids ou en obésité caractérisée morbide. Cette diapositive estime le risque de cancer chez des patients présentant des signes de syndrome métabolique, et disons globalement cette diapositive représente à peu près
les mêmes éléments, c'est-à-dire que chez les hommes comme chez les femmes, on est capable de mettre en évidence un surrisque ou un risque relatif augmenté pour de nombreux cancers, et ce sont des cancers relativement fréquents, hein, comme le cancer du foie chez l'homme, le cancer du côlon et du rectum, qui restent des cancers très fréquemment observés. Le cancer du pancréas, pour lesquels les statistiques sont un peu moindres, parce que sa fréquence est également moindre, est fréquemment retrouvé chez des patients également qui présentent des éléments du syndrome métabolique. Chez la femme, on le savait, le surpoids pour les cancers de l'endomètre, et on voit que là, par contre, pour le cancer du pancréas, le cancer du sein et les cancers colorectaux, la présence de signes de syndrome métabolique sont des éléments très importants comme facteurs de risque de survenue de ces différents types de cancers. Je voulais aussi parler des changements, parce qu'une fois que le cancer s'est développé, une fois que ces facteurs de risque vont avoir amené à des troubles oxydatifs, eh bien, le développement tumoral requiert des changements du métabolisme cellulaire, mais aussi du métabolisme général. Pourquoi? Eh bien, parce que la croissance des tumeurs malignes requiert de rediriger le métabolisme cellulaire pour répondre à des besoins croissants en énergie et en fabrication de biomasse, c'est-à-dire les besoins en protéines, glucides et lipides nécessaires à la synthèse, finalement, des éléments constitutionnels de nos cellules. Le profil métabolique des tumeurs est aussi souvent associé à des besoins accrus en glucose. Alors on entend beaucoup parler du glucose, mais pas seulement de glucose, puisque les tumeurs peuvent également consommer d'autres substrats comme la glutamine. Les changements dans le métabolisme vont être caractérisés par des modifications importantes des enzymes du métabolisme cellulaire, avec notamment une glycolyse souvent anaérobie et l'augmentation des lactates dans le milieu extracellulaire. Et ceci n'est pas du tout un phénomène, disons, qui survient de façon naturelle, mais est dirigé par la présence de certains gènes responsables de tumeurs, comme par exemple CEMIC ou bien IF, qui est un facteur associé à l'hypoxie, mais aussi des facteurs qu'on retrouve bien plus fréquemment, comme par exemple P53. Donc la présence de ces mutations, finalement, va rediriger le métabolisme cellulaire des cellules pour pouvoir fabriquer de la biomasse et consommer de l'énergie. Autant de biomasse et autant d'énergie qui seront pris pour l'organisme de l'individu. Cette diapositive un peu complexe illustre parfaitement les différents changements du métabolisme qui vont être observés. Chacune des flèches rouges, finalement, représente des orientations privilégiées observées au niveau de la cellule cancéreuse, et comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses flèches rouges sur ce diagramme qui sous-entend que bien sûr de nombreuses modifications du cycle du métabolisme vont être observées. Et enfin, je voulais insister sur le fait que la consommation de glucose est un des éléments, c'est une des briques pour la fabrication d'énergie et de biomasse, mais ça n'est pas la seule, et si on s'imaginait pouvoir stopper totalement la captation du glucose, eh bien on voit qu'il y a d'autres portes d'entrée finalement pour faire du métabolisme, et notamment, comme je vous l'ai présenté précédemment, par l'utilisation de la glutamine. Alors, pour résumer un peu cette présentation, quelles sont les conséquences? Eh bien, les conséquences, en fait, on le voit, c'est que le syndrome métabolique, qui en lui-même est une pathologie, que les maladies cardiovasculaires, qui en elles-mêmes sont des pathologies, parfois reliées au syndrome métabolisme, mais aussi le cancer qui va se retrouver très fortement intriqués avec les maladies cardiovasculaires et les maladies métaboliques, vont être responsables des modifications que l'on observe actuellement en termes d'évolution, des morbidités et de la mortalité chez nos patients. Et sur cette diapositive, à droite notamment, on peut faire une estimation finalement des conséquences de la maladie métabolique qui survient en général assez précocement, suivie des maladies cardiovasculaires qui, comme je vous le disais, heureusement bénéficient de progrès importants dans leur prise en charge permettant d'améliorer la survie des patients et parfois même de les guérir. Et l'apparition finalement dans un troisième temps de la pathologie cancéreuse qui survient finalement à partir des mêmes causes mais plus tardivement, et dont la prise en charge doit tenir compte finalement d'un passif représenté par l'existence d'une maladie métabolique préexistante et de maladies cardiovasculaires très fréquemment préexistantes également. Pour résumer cette brève présentation d'introduction,
Je voudrais juste vous indiquer que bien que la définition précise du syndrome métabolique reste à préciser, les facteurs de risque qui y sont associés sont des éléments que nous prenons tous comme médecins prenant en charge des patients en compte dans la survenue de pathologies sévères comme la maladie cardiovasculaire, le diabète, mais aussi, comme je vous l'ai montré, pour le cancer. Et ces éléments ont un impact important sur la mortalité en eux-mêmes. La prise en charge des facteurs associés au syndrome métabolique permet de réduire la mortalité par maladie cardiovasculaire, mais cette présentation, je l'espère, vous aura montré que cela devrait aussi permettre une diminution, éventuellement, de la mortalité par cancer. Et finalement, la prise en charge des cancers, lorsqu'ils surviennent, doit tenir compte finalement des perturbations du syndrome métabolique. Alors, la présence d'une obésité, d'un diabète, on sait tous que cela va modifier la prise en charge à la fois chirurgicale, mais aussi pose des problèmes de radiothérapie en termes de dosimétrie, mais aussi pose des problèmes en termes de dose de chimiothérapie à utiliser. Et que les troubles métaboliques en rapport avec la maladie cancéreuse, et notamment le catabolisme et la consommation d'énergie, va être responsable d'anomalies, et que les deux peuvent survenir chez le même individu. Il n'est pas rare d'avoir à prendre en charge des patients qui sont obèses et dénutris, ce qui peut paraître au départ antinomique, mais qui en réalité est un problème médical important. J'espère vous avoir fait une brève synthèse de cette présentation. Je l'espère, mes collègues qui vont détailler l'ensemble de ces éléments ultérieurement apporteront les réponses que vous vous posez et sinon répondront à toutes les questions que vous aurez à leur poser. Merci beaucoup pour votre attention.